Alors, Monsieur Baldassare, vous êtes un artiste autodidacte, aux arts, aux moyens d'expression multiples, un grand voyageur. Vous avez parcouru ce monde et bien d'autres univers. Et votre exposition, ici même, de 20 ans de production artistique au château de San Vito al Tagliamento en est le témoignage. Il est très difficile de vous définir. Alors, est-ce que vous pouvez vous définir? Finalement, se définir aujourd'hui, je trouve que c'est un concept très limitant. Donc, on peut dire, on vit, c'est qu'on est en train de vivre l'artiste contemporain, il a une sorte de mission, une sorte de force créatrice qui le pousse à métaboliser tout ce qu'on vit aujourd'hui. Et il n'y a plus ces mouvements depuis 1900, comme les dadaïstes, les futuristes, qui avaient des idéaux communs. Enfin, là, je vois vraiment une individualité du parcours aussi pour ce que me concerne. Et je recherche ma façon de voir les choses et ma façon de faire. Donc je ne peux pas vraiment vous répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le concept de l'artiste? Et qu'est-ce que vous, en tant que tel, comment vous le définirez? Est-ce qu'on est tous artistes et certains osent exprimer leur fond intérieur, si je puis dire, ou non, au contraire? Oui, après on peut parler d'art conventionnel, d'art introduit dans un marché de l'art officiel. En fait, on parle d'un marché aujourd'hui par rapport à l'art contemporain. Donc, déjà, la mission de l'artiste, c'est de survivre, je pense, à ce système de mercification de l'art et, en plupart des cas, massification du concept de la poétique. On peut parler de galérisme de l'art. C'est la galerie qui fait l'artiste aujourd'hui, c'est plus l'artiste vraiment qui fait. Donc l'identité artistique, c'est très important, la poétique, d'avoir quelque chose à dire. C'est ça. Après, c'est clair que tout le monde peut s'exprimer à sa façon, chacun il peut trouver une moyenne, un média pour sortir quelque chose, s'il y a quelque chose à dire. Et potentiellement, bien sûr, on est tous des artistes, mais aujourd'hui, être artiste, je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble. Moi, je trouve que, pour ma façon de voir les choses, l'artiste, c'est pas vraiment un artiste, ça doit être avant tout un poète. Vivre sa vie comme une œuvre d'art, donc vivre dans la beauté, dans la poésie et chercher de casser cette sorte de cage qui nous ont imposé depuis qu'on est né dans les mondes occidentaux. Et donc, en parlant de marché de l'art, vous qui vous êtes exposé quand même à certains grands marchés d'art contemporains internationaux, n'avez-vous pas risqué de tomber justement dans la stylisation de votre propre art? Finalement, non, parce que la Biennale de Venise, pour moi, c'était une invitation exceptionnelle à 33 ans, Biennale 2013, dans les pavillons de Costa Rica. J'ai fait tout à fait une intervention en installation plastique de réanimation de l'art. C'est-à-dire, c'était une reproduction d'un couloir d'hôpital avec des perfusions qui goûtaient sur des toiles blanches que petit à petit prenaient forme avec ce mélange de couleurs et c'était une sorte de mécanisation, mais en même temps d'espoir. On peut sortir de la mécanisation et reprendre une forme vraie, propre, et propre pour l'âme, pour la création, c'est ça que je veux dire.
Et donc c'était, j'y crois, une installation dans la biennale contre la biennale même. L'espoir de Reanimation Art, justement, c'était croire qu'il y a encore quelque chose à faire. Donc le monde d'aujourd'hui, comme vous le disons, vous le pointez du doigt, c'est peut-être un monde aussi rationnel, de l'image, du calcul, où les œuvres d'art sont examinées avec un regard scientifique. Et ce regard qui est formé à une certaine connaissance et qui amène à cette fameuse reconnaissance, ne fait-il pas de cette époque une époque peu propice à la création dans l'art, finalement? Eh bien, on revient au concept de la première question, parce que si on voit la façon de faire de cette foire de l'art, de marchands d'art, on peut parler de, entre guillemets, une ikeisation de l'art. Donc je vais chez Ikea, je vois un tableau imprimé, je l'achète, je suis content. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un Klimt, je sais pas, un Picasso, et jouir de ça, parce que on est dans la reproduction totale. Je trouve qu'après Dada, un peu, on a eu une mort du concept artistique. Justement, donc un des représentants du dadaïsme était Evola, et il disait que le dadaïsme était la limite même de l'art, puisqu'il n'était pas fait pour être beau, mais pour exprimer un fond intérieur puissant. Il n'avait rien à voir avec la beauté comme on peut l'entendre. Oui, bien sûr, et comme il disait, voilà, le mysticisme du concept artistique, il était en train de tomber. Et donc, je pense que tout à fait, il faut prendre ces concepts de poésie qu'on est en train de perdre et de le remonter, de reprendre vraiment la possession de notre être en tant qu'être et booster cette sorte de beauté, révolution intérieure, parce que ça doit commencer à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on voit comme la plupart des gens pensent avec des codes, des messages standards qui sont la reproduction d'une société videns, de homo videns. L'humanité aujourd'hui, elle est plutôt sur l'image plutôt que sur les concepts. Donc c'est sûr que la force de la beauté, c'est seulement dans la façade. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de pénétrant. Donc 20 ans de production artistique, cette grande exposition rétrospective, et tout ce temps parcouru, quel est le regard que vous avez de vos expériences? Quelles sont les compréhensions que vous en tirez? Est-ce que vous croyez que dans une démarche de représentation du beau, de l'agréable en termes d'expression d'un sentiment, d'une émotion propre à un artiste introspectif, il y a une importance primordiale au langage du spirituel? C'est le problème de l'académisme dans l'art, parce que l'académie, c'est sûr qu'il peut donner des codifications et des méthodes, donc ça crée une sorte d'encadrement obligé à la base. Donc déjà, il y a la perte de cette puissance spirituelle qui sort sans vraiment se mettre sur des bases, sur des piliers préconceptualisés. Vous parliez justement de sortir du système. Aujourd'hui, bon, c'est peut-être une observation un peu personnelle, mais les systèmes de pensée sont de plus en plus lourds ou de plus en plus nombreux. Il y a toujours des faiseurs de pensée. Comment vous expliquez, vous, que vous avez réussi à
à vous détacher de ces chaînes, entre guillemets? Tout simplement cherchant de pas trop s'informer, c'est que c'est vraiment la réalité imposée par les médias. D'avoir vraiment un propre point de vue et chercher de faire les choses qui sortent naturellement de notre création, de notre pensée. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les techniques que vous utilisez au fil de votre parcours, peut-être en exposant aussi les différentes périodes que vous avez eues? Ah oui, j'ai peur dans ma classe à l'école primaire, à 10 ans, j'ai commencé à peindre, à dessiner mon sac à dos. Après ça, c'était un succès. Sur votre sac à dos? Sur mon sac à dos. Et tous mes copains, mes camarades, ils voulaient aussi un sac à dos dessiné, quoi. Donc j'ai commencé comme ça, et petit à petit j'ai évolué cette technique, et j'essayais, quand j'avais 16-17 ans, la street art, avec des bombes, on faisait des tags, des murales, comme on les appelait à l'époque. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est pas vraiment ça que je recherche. Je recherche une forme plus personnelle. Donc j'ai quitté la bombe et j'ai commencé à découvrir différentes matières, différentes surfaces. Et je commençais à mélanger d'abord l'acrylique avec l'huile, avec du plâtre, pour passer au plastique. Après la peinture, j'ai commencé l'installation, les interventions. Et voilà, les installations vidéo aussi sont une sorte d'assemblage sauvage de mes shootings vidéo. Et comme les sons, pour les sons, j'ai toujours recherché quelque chose de très personnel. La modification du son par rapport au son primordial de la vie, de la pulsation du cœur. C'est à la base de la force. J'ai eu la possibilité d'avoir quelques commentaires de visiteurs à la sortie de votre exposition. Et il y a un des éléments que vous avez travaillé qui les a particulièrement, disons, gênés, ce sont les poupées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous voulez dire à travers ces poupées Barbie revisitées? Il s'agit des interventions sur des créations existantes déjà. Donc, je reprends un symbole de la société contemporaine et je donne un point de vue personnel aussi sur des poupées, avec des poupées. Donc, il y a des baby burkas, des tueurs, des orgies, de la versification, de la mutilation, tout ce qui va avec notre siècle, notre époque. C'est une photographie plastique de ce qu'on est en train de vivre. Ça peut être gênant parce qu'on a toujours rapporté ça, les poupées, cette icône contemporaine. Pour les enfants. Pour les enfants, tout à fait. Donc, c'est dur pour les adultes retravailler leur passé. Pour en revenir aux œuvres qui sont exposées ici, il y a une installation qui a énormément de succès, c'est l'Ultima Chain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces... Oui, en tant que gaucher, c'est plutôt un hommage à Leonardo. Et c'est l'Ultima Chain, c'est la scène.
révisiter en considérant cette époque. Donc on peut voir le Christ, la figure du Christ qui reste immaculée. Et c'est les contextes qui va le gêner, qui va le perturber. Parce que voilà, il y a un peu tout la perversion contemporaine dans cette petite installation. Et donc là, nous voyons des dessins qui s'appellent les New York Drawings. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de ces petits dessins qui ont parcouru le monde? Je me retrouvais à New York pour une résidence artistique. Et à un moment donné, je me baladais dans le Art Supplies Shop. Et je vois des sketchbooks où le New-Yorkais essayait de foutre des marqueurs dans ce magasin. Et du coup, je demande au serveur si je peux prendre cette sketchbook avec tous ces traits à l'arrache faits par les New-Yorkais. Et donc, il me dit oui, je récupère. Après, je continue à me balader. Je trouve un autre magasin, je demande. Et je récupère pas mal de ces petits papiers. Et après, j'avais un stylo à la clandestine et je commençais à me balader dans la ville et à repasser les contours de ces traits. Donc, une sorte de partage de l'œuvre avec les New-Yorkais et avec New York. Et en même temps, c'est une dépersonnalisation, parce que c'est pas tout à fait quelque chose de pensé, c'est bien, je pense, aussi au niveau chaotique, la façon que New York a de se rapporter au monde en tant que capitale mondiale. Et donc là, nous avons en face de nous une terre en guerre. C'est le Map War. Et c'est le... Ouais, bien sûr. C'est une intervention plastique sur la plastique, et avec de petits soldats en guerre qui s'encharment l'un contre l'autre. Et on a quelqu'un juste au bout il laisse ses mains et il dit ça va, moi je suis foutu. Et c'est un peu la métaphore de l'homme contemporain qui finalement il doit se rendre. Pour rentrer dans le marché de l'art. Bien sûr, entre autres. Entre autres. Comment vous rentrez dans votre processus créatif? Je veux dire, il y a une idée, il y a quelque chose qui vous hante, vous avez une image autre que les commandes. La recherche de la déconnexion du présent, de ce qu'on est en train de voir. Et alors, je cherche vraiment de me vider et de partir avec des formes et des couleurs qui commencent à désigner quelque chose. Donc ça part on sait bien que les pieds n'est pas au bout de la jambe. Donc à partir de ça, on cherche toujours d'évoluer, de créer, de comprendre ce qu'on va créer pendant qu'on est en train de le créer. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur votre vie, de votre parcours artistique et de vie? Avec des voyages, j'évoluais ma vision et mes créations. Après, c'est sûr qu'on peut parler de résidence artistique. J'ai travaillé 5 ans en tant que directeur artistique d'un petit théâtre de Paris, le petit théâtre du Bonheur de Montmartre, et où je m'occupais de la programmation, en hommage au cabaret Voltaire dadaïste. Et j'avais créé
créé cette soirée qui s'appelait Cabaret Voltaire, où on donnait la possibilité aux artistes de s'exprimer avec l'unique condition, c'était la création personnelle et originale. Donc, pas de reprise, on faisait du théâtre, de la musique, on faisait de la poésie, on faisait de performances, de projections. Et aussi dans ces petits théâtres, avec d'autres musiciens de différentes proveniences, on a créé un projet musical, Cosmic Orchestra, et avec laquelle on continue à faire de performances. Performances que ça fait partie aussi de mon parcours artistique. Et le théâtre aussi. Alors, vous avez fait des expositions partout dans le monde, Paris, Miami, New York, Thessalonique, La Gomera, vous avez eu votre atelier, Saint-Martin-la-Palud, vous avez eu votre atelier, et j'en passe. Et vous revenez là, dans votre pays d'origine, dans votre ville d'origine, et faire votre anthologie de 20 ans de production artistique. Pourquoi ? C'est tout à fait un point de repère. Je suis parti d'ici, j'arrivais après 20 ans, je cherche de comprendre vraiment mon transcours, mon parcours. Et pour moi, c'est très important aussi récupérer 296 œuvres et les mettre ensemble. Aussi pour moi, c'est une forte émotion à chaque fois parce que je ne suis pas habitué à les voir tout ensemble. Donc c'est quelque chose de très important et qui doit m'aider à comprendre comment continuer.